Cette opération sur l'argent a été évidemment tenue secrète à l'époque, même si on le sait aujourd'hui. Il a été convenu que le Manhattan District devrait, 6 mois après la fin de la guerre, rendre bien sûr le métal prêté. Ça impliquerait évidemment une surveillance et une garde extrêmement serrée. Il n'est pas question que les uns et les autres partent avec quelques grammes d'argent. Et finalement, sur les 300 millions de dollars d'argent métal qui ont été empruntés, la perte n'a été que de 0,35 pour 1000, c'est-à-dire rien du tout. En dehors de la valeur de l'argent emprunté au trésor public, le coût total de l'opération, 1 an après la fin de la guerre, dépasse largement les 500 millions de dollars. Et c'est en mars 1944, 4 mois seulement après la mise en service de l'usine, qu'a été effectuée la première livraison d'une petite quantité d'uranium enrichi à Los Alamos, l'énorme laboratoire où ont été construites les bombes. Je répète, mars 1944, livraison des premières petites quantités d'uranium. À Oak Ridge a été également construite l'usine appelée K25 pour la séparation d'uranium-235 par diffusion gazeuse cette fois. Cette méthode repose sur le fait que si on pompe de l'uranium naturel sous forme d'un composé chimique gazeux, c'est ce qu'on appelle l'hexafluorure d'uranium, à travers une barrière poreuse, les molécules les plus légères, celles contenant de l'uranium-235, traversent plus rapidement la barrière que les molécules plus lourdes de l'uranium-238. On est toujours sur la méthode du filtre, si vous voulez. Le problème, c'est justement de trouver le filtre, le fameux filtre, la barrière appropriée. Et ça devait être en fait une feuille métallique ou une membrane comportant des centaines de milliers de petits trous par centimètre carré, chaque trou ayant un diamètre de l'ordre de 1 centième de micron, à une époque, je le rappelle, où le laser n'existe pas. Ces feuilles étaient contenues dans des enceintes étanches. Pour réaliser la séparation, il faut utiliser des milliers de parois poreuses placées en cascade, c'est-à-dire employer le processus de différenciation par diffusion gazeuse des milliers de fois, et l'enrichissement en uranium-235 augmente d'étage en étage. On construit une partie importante de l'usine, on achète l'équipement nécessaire avant même d'avoir su produire le matériau convenable pour les parois poreuses, comme d'habitude, qui n'ont été fabriquées en série qu'à partir de la fin 1944. Le gaz en mouvement à travers l'installation, tantôt se trouve à basse pression, tantôt recomprimé. Des milliers de pompes de différentes dimensions étaient donc nécessaires et un système de refroidissement pour le gaz devait être prévu. Les centaines de kilomètres de tuyauterie devaient être complètement étanches. Pour résoudre ce problème extrêmement difficile à l'époque, encore une fois, on a mis au point un détecteur de fuite à l'hélium comportant un petit spectrographe de masse. Groves et ses officiers ont eu une peur constante, bien sûr, du sabotage. Ils avaient installé des dispositifs de sécurité, des gardes armés à tous les points sensibles, évidemment. Encore une fois, on dépense sans compter. 1 an après la fin de la guerre, 275 millions de dollars avaient été dépensés pour le projet K25. Ça équivaut aujourd'hui à 5 milliards de dollars uniquement pour le K25. Pour l'élaboration du processus de diffusion gazeuse, il y a eu des discussions avec les représentants britanniques qui avaient travaillé, eux, sur ce sujet et qui ont été mis au courant en détail du projet américain. Sauf que les solutions techniques envisagées par les Anglais, différentes de celles des Américains, n'ont pas été retenues. La diffusion thermique dans les liquides est la 3e méthode de séparation mise en œuvre à Oak Ridge. Ce programme porte, lui, le nom de code de S50. Dès 1940, les essais et les expériences ont été conduits pour séparer les isotopes d'uranium par diffusion thermique dans l'hexafluorure liquide d'uranium. Commencé au National Bureau of Standards et à l'Institut Carnegie à Washington, puis financé par la Marine au Naval Research Laboratory, ces travaux avaient progressé de façon particulière mais n'avaient pas été considérés comme spectaculaires. Un prototype était en construction au chantier naval de Philadelphie. Comment ça se passe ? Là encore, je vais rentrer dans le détail. Une colonne est remplie du liquide où s'opère la diffusion. C'est, imaginez, un long tube vertical, refroidi extérieurement et comportant un cylindre concentrique chaud à l'intérieur. Les molécules contenant l'isotope léger uranium-235 se concentrent près de la surface chaude et tendent ensuite à monter vers le haut. L'enrichissement obtenu est faible, mais l'installation est moins coûteuse que les autres et surtout plus rapide à construire. En juin 1944, Oppenheimer, qui dirigeait le laboratoire de Los Alamos, a eu l'idée que le processus de diffusion thermique pourrait servir de première étape dans le processus d'enrichissement.
Cette substance enrichie serait ensuite utilisée comme produit de départ pour les autres méthodes de séparation. Cette combinaison de deux méthodes a été très efficace et a donné une plus grande quantité d'uranium-235 avec un enrichissement notablement plus élevé. Personne n'y avait pensé jusqu'alors. Et dès que la suggestion a été faite, elle a été réalisée. Dès la fin juin 1944, la compagnie Ferguson a été chargée de réaliser une installation de diffusion thermique. Les colonnes devaient être des copies conformes de celles de Philadelphie, comportant des tubes en nickel, entourés par des tubes de cuivre, eux-mêmes entourés de chemises d'eau, le tout à l'intérieur de tuyaux en fer galvanisés de 10 cm de diamètre. Là, vous avez la totale, tous les détails. Les colonnes de séparation, dont chacune atteignait 15 mètres de haut, ont été assemblées par groupe de 102 qu'on appelle des racks. Aujourd'hui comme des racks informatiques. Au total, il y a eu 2142 colonnes. La construction a été réalisée en 4 mois. Au début, l'ensemble était entouré d'une énorme quantité de vapeur, faisait, vous imaginez, un bruit d'enfer. On va le placer près de l'usine K25, de manière en fait à utiliser la vapeur de la centrale électrique construite pour l'usine de diffusion gazeuse. Pas idiot. Un groupe de scientifiques et d'ingénieurs a été constitué pour calculer la meilleure manière de combiner maintenant les 3 méthodes afin d'obtenir le plus rapidement possible, encore une fois, ce dont on a besoin, c'est-à-dire l'uranium-235 séparé en quantité suffisante. À la fin de la journée du 24 juillet 1945, un peu plus de la quantité nécessaire à la bombe d'Hiroshima a été transportée d'Oak Ridge vers Los Alamos. 24 juillet 1945. Une fois produites, les matières premières pour les bombes, il a fallu déterminer les quantités des 2 produits fissiles nécessaires pour chacune d'elles, de quelle manière réaliser la réaction en chaîne explosive et construire les mécanismes appropriés. C'est là des tâches, les tâches, si vous voulez, de l'énorme ensemble de laboratoires construits à Los Alamos qui a été baptisé Projet Y. Le site devait être isolé. Encore une fois, loin de tout village, bien sûr. Le climat devait être tempéré de manière à pouvoir construire toute l'année et faire des expériences en plein air. L'accès ne devait pas être trop difficile et bien sûr, il fallait de l'eau. L'endroit retenu se trouve donc sur un plateau isolé du Nouveau-Mexique à environ 50 km de Santa Fe. À leur début, les travaux à Los Alamos ont surtout été scientifiques et théoriques. Et puis peu à peu, les techniques de l'ingénieur vont prendre de plus en plus d'importance. On ne savait pas alors si, compte tenu des difficultés de production, on utiliserait l'uranium-235 ou le plutonium-239, ou bien même les deux. On devait mesurer le nombre de neutrons par fission, calculer puis déterminer expérimentalement la masse critique de chacun des 2 produits. Les mesures devaient être faites sur des quantités très infimes de produits fissiles, évidemment pas question de gâcher. Vous avez compris la difficulté d'en obtenir, donc vous avez droit à quelques microgrammes. Oppenheimer va devenir directeur du centre. Comme tous ses homologues, il est né aux États-Unis. Les services de sécurité vont hésiter à lui donner l'habilitation nécessaire par suite en fait de certaines de ses activités passées. On le voit plutôt pas mal dans le film, mais le général Groves, qui connaissait le détail des rapports sur lui, a été séduit par sa compétence et surtout sa personnalité. Il pense que sa valeur potentielle est supérieure à tout risque de sécurité. Il va donc demander en conséquence que l'autorisation lui soit donnée sans délai. Oppenheimer arrive sur place avec quelques collaborateurs. Il arrive en mars 1943. Il s'entoure assez rapidement de nombreux scientifiques. Parmi un personnel militaire important, ils vont travailler d'arrache-pied. Les laboratoires sont placés sous l'égide de l'Université de Californie. La concentration de savants seniors et juniors à Los Alamos a été impressionnante. Travaillent ensemble des scientifiques de grand renom, dont plusieurs prix Nobel ou futurs prix Nobel. Scientifiques et ingénieurs vont vivre là avec leur famille, dans un énorme isolement. Les mesures de sécurité instituées par Groves, dont j'ai déjà parlé, étaient très strictes. On établit la censure sur le courrier. Les informations ne devaient pas filtrer d'un laboratoire MED à un autre, sauf par les personnes habilitées, munies d'instructions précises sur ce qu'elles pouvaient expliquer et non. Ça n'a pas été facile, évidemment, de faire travailler ensemble des personnalités aussi différentes, et la collaboration entre scientifiques et militaires n'a évidemment pas toujours été de soi.
Un capitaine de frégate a été chargé de diriger la division de l'artillerie, c'est-à-dire ce qui concernait le fonctionnement même de la bombe, dont je parle dans les 3 émissions précédentes. Des théoriciens jusqu'aux artilleurs, en passant par les physiciens, les chimistes, les ingénieurs, les spécialistes d'explosifs, tous vont travailler pour définir, étudier et réaliser la structure des bombes, comment passer rapidement d'une masse sous-critique à une masse surcritique pour que la bombe détonne. Pour la bombe à uranium, il a été décidé de réaliser une sorte de canon qui permettrait de tirer une masse sous-critique d'uranium-235 à l'intérieur d'une cible constituée par une deuxième masse sous-critique du même matériau, réalisant en un court instant, bien sûr, une masse surcritique qui exploserait. Tout ça était entouré de matériaux réfléchissant les neutrons vers l'intérieur. Ce principe a été utilisé dans le système de la bombe qu'on appelle Thin Man, l'homme mince, ou Little Boy, petit garçon qui a été lancé sur Hiroshima. On pense d'abord utiliser la même méthode pour le plutonium, mais il s'avère, à cause de certaines de ses particularités, qu'on n'arriverait pas à former assez rapidement une masse surcritique de plutonium sans explosion partielle prématurée. Il ne fallait pas qu'elle explose avant. Il faut donc recourir à une autre méthode, celle de la bombe à implosion. On dirige le souffle de puissants explosifs classiques vers le centre de l'engin, où se trouve une quantité suffisante de matériaux fissiles, non concentrés, et ce matériau ainsi comprimé jusqu'à ce qu'il atteigne la masse critique et détonne. Ce principe est utilisé dans la bombe Fat Man, qui a été lancée sur Nagasaki. Cette méthode a été proposée par Niedermayer, qui pendant des mois a été le seul à y croire. Mais quand il a apparu clairement que c'était là la seule façon de réaliser d'une manière sûre une bombe au plutonium, des moyens très importants ont été mis en œuvre. Encore une fois, c'est l'expérience, par l'expérience, toujours. Une expérimentation conséquente et complexe avec des charges classiques a été entreprise dans des canyons au voisinage de Los Alamos. On va développer des moulages spéciaux pour contenir les explosifs, réalisant des sortes de lentilles, si vous voulez, pour orienter correctement, concentrer l'onde de choc sur le produit fissile.